Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours ici sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mardis, tous les mercredis et les vendredis, autant pour moi, à 20h00 heure du Cameroun. Donc voilà. Donc si tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc on va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG. Partagez, likez pour sensibiliser les âmes, quoi. Je vais intituler mon histoire Voleuse d'étoiles. Alors, j'avais une amie. Ça faisait des années que je la connaissais, mais on parlait à travers WhatsApp, les réseaux sociaux. Un jour, elle a déménagé. Elle est venue à 1 heure de chez moi, tout et tout. Et cette dernière se plaignait toujours, oui, je n'ai pas d'amis, tout et tout. Après, je lui ai dit, mais quand même, je suis là pour toi, tout et tout. Après, elle me racontait, oui, mes enfants, parce que c'est une dame, je crois, elle a 3 enfants. Mes enfants ont fui la maison, mes enfants ont dit que je suis sorcière. Je lui dis, mais comment tes enfants peuvent te traiter de sorcière? Après, elle m'a dit oui, qu'elle a rencontré un homme, tout et tout. L'homme la traitait de sorcière, même sa belle-mère. Elle a fait au moins 3, on la mettait dehors. Elle a fait au moins 3 appartements. Tout, elle me dit tout le monde la traite de sorcière. J'ai dit mais c'est bizarre que tes propres enfants te traitent de sorcière et tu passes maison en maison, te traites de sorcière. J'ai dit cette histoire-là, je me disais dans ma tête, cette histoire-là, ça commence à être louche. Hein. Mais, vous savez, quand vous avez une impression, on vous montre déjà le danger, mais vous êtes quand même têtu, vous allez quand même vers le danger. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, oui, tu sais, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je lui dis, ben c'est quoi? Oui, mais tu sais, je suis enceinte. J'ai dit, mais félicitations, ma chérie. Elle me dit, oui, mais tu sais pas quoi, j'ai 4 bébés dans le ventre. J'ai dit, waouh, 4 bébés? Ben dis donc, je lui ai dit, félicitations, vu que tes enfants te traitent de sorcière, tout et tout, vu que tu as 3 enfants, eh ben Dieu t'a envoyé 4 bébés d'un coup. Tu n'as rien à perdre. Après, elle m'appelle, elle me dit, oui, j'ai pas d'argent. Tout le temps, je lui envoyais des sous sur son compte pour acheter à manger, tout et tout. Et puis un jour, vu qu'elle avait déménagé de 4 heures de là où je suis pour emménager à 1 heure de chez moi, après je lui ai dit, bien, je passerai te voir. Je lui ai fait des courses, je lui ai donné de l'argent, tout et tout, en disant que voilà, c'est une copine, quoi. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, oui, j'ai pas d'argent, je lui envoie des sous, tout et tout. Je lui fais un chariot de commission, de course, quoi. Après, elle me dit, oui, quand est-ce que tu viens me voir, tout et tout. Je lui ai dit, oui, je viendrai telle date, telle date. Je lui ai fait un chariot de course. Je lui ai acheté, vu qu'elle m'a dit qu'elle est enceinte, je lui ai acheté tout ce qu'elle m'a demandé, du jus, toutes sortes de fruits, tout dans la maison. Pardon. Après, j'arrive chez elle. Je rentre chez elle, mais en rentrant chez elle, j'ai ressenti une présence. Je suis devenue toute froide. J'ai dit, ben dis donc, j'ai ressenti une présence chez toi. Elle me dit, mais non, si tu ressens cette présence-là, c'est parce que tu as des mauvaises choses sur toi. J'ai dit, comment ça, j'ai des mauvaises choses sur moi? Ah bon? Après, on a mangé, elle était contente, elle a arrangé tous les courses que je lui ai données. J'ai fait des tartes pour elle, j'ai fait une marmite de repas, j'ai mis ça dans les gamelles pour elle, elle était contente, on a mangé ensemble. À un moment donné, elle me dit, je dois prier pour toi. J'ai dit, comme c'est ma copine, j'ai dit, ok, elle commence à prier, à faire des trucs, matati, patata. La fille, elle a touché mon front. Chose que je... Pardon.
Chose que je n'aurais pas dû accepter. Après, elle tournait en rond. Après, elle est partie vers sa fenêtre, tout et tout. Elle faisait des gestes. J'étais stupéfait. Et après, je regarde sur sa table, je vois une boîte de médicaments qui dit femme enceinte de ne pas prendre ce médicament. Et je ne lui ai pas demandé, au fait. Mais il y a toujours quelque chose qui me dit, la fille là, elle manque, elle n'est pas simple, quoi. Mais je suis tellement têtue, j'ai dit non, je l'aide chez ma copine. Elle n'a jamais à manger, elle m'appelle tout le temps, tout le temps. Après, quand elle a prié pour moi, elle me dit oui, quand tu vas rentrer à la maison, tout et tout, si tu te sens un peu bizarre, t'as mal au ventre, c'est rien, tout et tout. J'ai dit ok. Quand je rentre chez moi le soir, ouh là là, la diarrhée qui m'a pris, j'ai eu mal au ventre. Après ça, je devais commencer une formation. Je lui dis, tu sais, je dois commencer une formation pour conduire le bus. Elle m'a dit, ah, elle m'a sorti, ah, mais pourquoi tu veux faire cette formation, tout et tout moi, je travaille pas, pourquoi tu fais une formation? Après, elle m'a dit, mais non, ma chérie, je rigole. J'ai dit, mais c'est pas une rigolade. Je suis ta copine, si je fais une formation, tu dois être heureuse pour moi. Après ça, 3 jours après, je commence à me sentir bizarre. Je suis bizarre et je dois partir en formation. J'étais malade. Mais toute la maladie que j'avais là, c'était ma tête. Je sentais que je devenais folle. Et mon chéri, je lui dis, oui, voilà, la fille, elle a prié sur ma tête, tout et tout. Elle a prié pour moi. Elle m'a dit, oui, mais pourquoi tu as accepté qu'elle a prié sur ta tête, tout et tout? Parce que mon chéri, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Lui-même, il me donnait de l'argent pour envoyer pour ma soi-disant voleuse d'étoiles. Et je lui avais jamais dit ce que je ressentais, quoi, l'erreur que j'ai eue. Après, je sentais que je devenais folle. Même quand je conduisais ma voiture pour aller en formation, je criais le nom de cette fille. Libère ma vie, libère-moi, tout et tout. Après, je sentais que non, ça là, non, je vais perdre ma tête. J'ai appelé un oncle à moi dans mon pays. Je lui ai dit, voilà. J'ai même pas commencé à parler à mon oncle. Il m'a dit, toi, il y a une fille qui a prié sur toi. Elle a voulu voler ton étoile, tout et tout. Mon oncle m'a dit, fais ci, fais ça, achète ça, fais ci, fais ça. J'ai tout acheté. J'ai commencé à faire les bains, j'ai commencé à faire les choses. Quand j'ai pris mon bain, 3 jours après, j'ai vu que la fille, elle m'appelle au téléphone. J'étais en pleine formation, j'ai jamais décroché. Et après ça, elle m'a bloqué. Je l'ai bloquée, je la rêvais tout le temps. Je priais. Et un jour, avant qu'elle me bloque, elle m'appelle vers midi, pile, j'étais en pleine formation. Elle me dit, ah oui, si tu vois que je t'appelle vers 1 heure tardive, oui, c'est pour que je puisse prier pour ton copain. Parce que vu que mon copain aussi, il a son étoile aussi, il voit les choses, il fait des rêves prénomitoires, tout et tout, qu'elle voulait voler aussi l'étoile de mon chéri. Et je lui ai dit, mais elle commence à se fâcher. Elle me dit, oui, maintenant, je vais commencer à devenir mauvaise avec les gens, tout et tout. Oui, dis à ton copain, j'ai besoin de prier. J'ai dit, mais attends. Tu parles de Dieu, tu me parles de Dieu et tu m'agresses au téléphone que si je te laisse pas prier pour mon copain, que que voilà, tu vas devenir méchante. J'ai dit, je dois lui poser la question d'abord pour prier. Parce que ce n'est pas une obligation que j'accepte que tu pries pour lui. Hey, si j'avais accepté qu'elle prie pour mon gars, j'étais déjà malade. Et mon gars, si j'avais accepté, elle allait voler aussi l'étoile de mon gars. Elle allait finir avec nous. La moralité de cette histoire veut dire de ne pas faire confiance à toutes les copines. Parce qu'il y a des copines qui sont très, très jalouses.
Et puis, il y a un truc que je voulais dire. Quand moi, j'avais des relations sexuelles avec mon gars, par exemple, le samedi, eh ben, la meuf, elle m'appelle le dimanche pour me dire, ah oui, hier soir, je t'ai vu, hein, tu as fait position anaconda, tu as fait position cheval, oui, tu étais comme ça. Et effectivement, toutes les positions qu'elle me citait, c'est les positions que je prenais. J'ai dit, ça veut dire qu'elle voyait le kiki de mon gars, quoi. J'étais choquée. Alors, pour dire aux filles, quand vous avez des soi-disant copines, faites attention. Parce que vous pouvez avoir votre copine et la copine, elle n'a pas de gars, tout et tout. Et puis, la jalousie s'installe. Et pourtant, cette femme, Dieu seul sait ce que j'ai fait pour elle. Je lui ai donné mon argent, l'argent de mon gars. Je lui faisais des courses. Elle me disait qu'elle était enceinte, qu'elle a 4 bébés. Je suis partie chez elle, par exemple, le mois de janvier. Elle avait peut-être 4 mois. Je retourne chez elle après, peut-être 3 mois après. Le même ventre que j'ai vu la première fois, c'était le même ventre qu'elle avait les mois précédents. Je lui ai jamais rien dit. J'ai dit, mais comment une femme me dit qu'elle a 4 bébés dans le ventre et son ventre ne pousse pas? Normalement, quand une femme a 4 bébés dans le ventre, dès qu'on a 4 mois de grossesse, on n'arrive même plus à marcher. Et elle me disait, oui, je vais accoucher chez moi, je ne vais pas accoucher à l'hôpital. Quand j'ai fini d'accoucher, j'ai dit, mais comment tu peux accoucher chez toi 4 bébés sans être à l'hôpital? Alors les filles, même les hommes aussi, faites attention. Parce qu'il y a des gens qui nous montrent un visage d'ange et que c'est le diable en personne. J'ai failli perdre mon cerveau, ma tête. Vous vous rendez compte que ma tête, j'étais dans mon corps, mais mon âme n'était plus là. Et c'est grâce à mon oncle que je me suis en sortie. Et maintenant, quand je marche dans la rue, même quelqu'un me demande le renseignement, un renseignement, je traverse ma route. Je traverse ma route à toute vitesse. Alors, comme j'ai dit, partagez, likez pour sensibiliser les autres. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG, likez, partagez. Eh ben, je viens raconter ma deuxième histoire. Je suis inspirée. Je viens raconter ma deuxième histoire. C'est un peu une suite ou une continuité de la première histoire. Voilà. En fait, quand ma maman, elle fait sa crise de folie. Elle fait sa crise de folie. Dans la foulée, elle faisait des trucs assez bizarres en fait. On s'enfermait avec elle dans la maison, puisque l'aîné n'était pas là, moi étant l'aîné, donc on s'enfermait avec elle dans la maison pour qu'elle n'aille pas dehors parce qu'elle se déshabillait souvent. Et puis un jour, pendant que on est dans la maison, en matinée comme ça, elle nous demande de fermer les nacos, de fermer les fenêtres et tout. Non, ils sont là, ils sont venus et tout. Cachez-vous, cachez-vous. DMG, je suis obligée de parler de ces choses. Ça pourra aider beaucoup. Je ne priais pas encore, hein. Je ne priais pas encore. Je ne savais même pas que la sorcellerie existait. Pour nous, en grandissant, il nous avait toujours été dit que non, c'était ma grand-mère la sorcière, les tantes, les oncles, les autres étaient jaloux de nous et tout machin. C'est comme ça que pendant qu'elle est en train de dire oh non, fermé, donc tout le monde est apeuré dans la maison, tout le monde vient à côté de moi et tout machin. Donc moi je la regarde et puis elle dit il faut qu'elle nous protège, il faut qu'elle nous protège. DMG, ma mère avait les cabas là, voilà, les pailles africains, et elle n'avait rien en bas, en dessous. Et sur le bord de la fenêtre, il y avait un pot de crème de cheveux. Donc elle prend ça, elle prend la crème avec ses doigts, elle met dans son vagin et
elle essaie de vouloir frotter ça sur nous. Donc, ça touche ma petite soeur que je vais appeler Nelly. Ça touche Nelly et je balance, je prends mon pied, je balance, je dis mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quel genre de protection? C'est aucune protection. Je dis à ma petite soeur de dégager de là, c'est aucune protection. Elle est en train de maudire les gens et tout machin. C'est comme ça que la guerre avait commencé entre ma mère et moi. J'ai empêché ça. J'ai dit non, 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 c'est quoi, c'est ça? Hein? Ça, c'est de la sorcellerie. C'est quel genre de protection? Elle n'est pas en train de te protéger. Comment elle peut faire ça? Tu prends un truc, tu le mets dans tes fesses et puis tu viens frotter ça sur nous. Tu penses que quoi? Tu vas venir frotter ça sur nous. C'est comme ça que Dieu m'avait utilisé en fait. DMG. Pendant son état là, j'étais déjà enceinte en fait. Ma petite sœur n'avait pas de petite amie encore et tout. Au sortir de la folie de ma mère et tout, et le papa de mes enfants, on va l'appeler Alex. Il s'appelle Alex. Donc, quand les choses semblent se stabiliser, ma petite sœur rencontre quelqu'un qui s'appelle aussi Alex. Donc, quand moi je suis enceinte, au bout de 4 mois, elle tombe aussi enceinte. En fait, nos vies sont en train de se ressembler. Sauf que quand moi je fais le garçon, elle va faire la fille. Nos vies semblent se ressembler. Quand je vais vivre chez le papa de mes enfants, elle aussi, elle va vivre chez le papa de ses enfants. Quelques années plus tard, la sorcellerie, franchement, je sais pas. Quelques années plus tard, un décembre, ma mère décide de nous faire un marché. Elle achète la nourriture, machin. Elle fait un grand marché chez moi avec une poule vivante. Elle vient, elle dépose chez moi. Elle fait le même marché chez Nelly. Elle dépose là-bas. Sauf que chez moi, quand elle emmène ça chez moi, la poule qu'elle a achetée meurt. Donc du coup, on jette la poule. On ne mange rien de ce qu'elle a emmené. Chez Nelly, Alex lui dit, son fiancé lui dit non, on ne va pas manger. Donc ils sont aussi dans un terrain familial. Il prend la nourriture, il donne aux parents, eux ils mangent. DMG. La même année, les deux Alex nous ont abandonnés. Et le papa de mes enfants, alors qu'on était sur le point de se marier, on n'a rien compris. Au même moment, janvier, il est parti. L'autre, Nelly, son Alex est allé la déposer à la maison. Et un jour, on est là, on est assis, on se pose des questions. Est-ce que c'est pas le marché là qu'on était venu nous déposer dans les maisons là qui a fait en sorte? On ne sait pas. Donc, quelques années après la séparation, je crois 2 ans, 2 ans après mon mariage avant, parce qu'on était sur le point de se marier, 2 ans après, Nelly, elle semble reprendre avec Alex, son Alex. Et puis un jour, je dors à la maison comme ça là, on me dit, on me montre que c'est Alex, le papa de mes enfants, qui est en train de mourir. Et on me dit dans le rêve, lève-toi, va prier pour lui. Donc, quand je vais prier pour lui, lui se retrouve au terrain familial chez ses parents. Il y a déjà les gens assis au sol en train de mourir, en train de pleurer. Oh non, ce n'est qu'une question de minutes, d'heures, il va bientôt rendre l'âme. Donc, dans le rêve, quand on me dit, va, tu pries pour lui, je vais, je prie, j'intercède, je prie, je prie, je prie, je prie. Il se relève, il se met debout, je le tiens par la main, on vient au salon. Les gens commencent à crier, elle a fait ça comment? Elle a fait ça comment? Hein? Il est debout, il était sur le point de mourir, donc il n'y a plus de mort d'homme. Quand je me lève le matin, je prie, je prie, je prie, je remercie le ciel, je dis Seigneur, ce que tu m'as montré dans le rêve la nuit là, c'était tellement réel, je viens sceller ça dans le sang de Jésus. Il n'y aura pas de mort pour Alex, pour le père de mes enfants, il n'y aura pas de mort. DMG. Le lendemain,
je crois 2 jours après, on m'appelle au téléphone. On me dit Alex est mort. Je dis c'est faux, impossible, il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Vous parlez de quel Alex? Lequel des Alex vous êtes en train de parler? On me dit c'est pas Alex, le père de tes enfants, c'est Alex, le fiancé de Nelly, qui est décédé. J'ai dit ok, vous êtes où? On me dit ah, ils sont encore à l'hôpital, on vient d'emmener le corps à l'hôpital et il est mort à la maison. Donc quand je vais à l'hôpital, pendant que l'ambulance veut sortir, est en train de sortir, il est dans cette ambulance, on me dit si tu montes, son esprit est encore là, si tu montes dans cette voiture et que tu pries pour lui, il va se réveiller comme tu l'as fait dans le rêve pour Alex, le papa de tes enfants. Mais c'était impossible parce qu'il était avec une de ses mamans qui était ministre à l'époque et tout dans le pays. Donc franchement, c'était en tant que qui que je devais demander à arrêter l'ambulance et leur demander de me laisser prier. Donc j'ai laissé ça comme ça. Et pendant le deuil de Alex, de Nelly, moi, on m'avait dit en songe, on m'avait donné une date. On m'avait dit non, Alex, le papa de tes enfants va revenir et vous allez vous marier à telle date, à tel mois de cette année. Et on m'avait dit tu n'en parles à personne. Je n'ai parlé de ça à personne. Et c'est pendant le deuil de Alex, le fiancé de Nelly, quand on est là-bas, les gens sont en train de pleurer et je l'entends pleurer. Et elle me sort la date et le mois de la même année où on m'avait dit que moi, je devais me marier avec Alex, le père de mes enfants. Je suis restée vraiment dépassée. Tu vois, c'est... Comment dire ça? Nos destins ont... comme si nos destins avaient été échangés. Que ce qui devait m'arriver de bien, on devait me l'arracher pour que ça impacte la vie de Nelly. Comme ça. Comme ça. Voilà un peu la deuxième histoire. Voilà, l'autre Alex, il est décédé. Et... ben voilà quoi. Alors que dans les ténèbres, ça avait été prévu que ce soit Alex, le papa de mes enfants, qui meurt. Voilà un peu, je ne sais pas si j'ai bien raconté mon histoire, mais j'espère qu'elle pourra édifier quelqu'un. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Oui, bonsoir DMG. Voilà, je suis dans la semaine où je me dis qu'il faut que je puisse aider les personnes à comprendre certains phénomènes. Voilà, merci de liker l'audio et veuillez partager pour qu'un plus grand nombre soit touché. Voilà, j'avais reçu un coup de fil de mon fils qui avait trouvé un appartement. Donc mon fils m'appelle un jour complètement en panique. Il me dit maman viens parce que j'ai un gros problème dans l'appartement. Donc du coup je me suis rendue là-bas. Donc quand j'arrive à l'appartement, je trouve que l'appartement était vraiment en désordre et mon fils me dit maman, je te dis la vérité, j'ai rangé l'appartement. Et sa copine, donc il s'était mis avec sa copine qui était d'origine portugaise. Voilà, je vais vous raconter beaucoup d'histoires de cette communauté que j'ai beaucoup rencontrées ici, avec qui vraiment c'est bon. Ce sera dans une autre histoire, dans une autre séance. Et donc du coup, la fille, elle me dit, bon déjà je l'avais rencontrée auparavant, elle m'avait raconté beaucoup de choses sur leur famille, sur les malédictions ancestrales voilà, ils sont un peu comme nous, hein, les Portugais, ils ont aussi voilà, ils sont venus en Afrique, ils nous ont colonisés. Ils ne nous ont pas seulement colonisés, ils ont colonisé certains pays africains. Ils ont aussi déposé leurs choses là-bas en Afrique. Voilà.
Et donc, du coup, elle me dit que elle était dans la salle de bain et le miroir de la salle de bain s'était brisé. Et elle avait entendu une voix bizarre qui sortait voilà, de la salle de bain. Et depuis, elle ne voulait plus me mettre les pieds. Bon, comme c'était une fille qui était quand même coquette, donc elle était un peu embêtée par rapport à ça. Et mon fils me dit que des fois, ils sont dans la maison, ils sentent des courants d'air. Donc moi j'arrive là-dedans, je dis bon, je prie et puis je dis bon, je fais le tour de l'appartement et je leur demande à un moment donné de sortir. Donc je prie et je demande si, voilà, et je ressens vraiment qu'il y avait des manifestations et je demande à ce que comment dire, cet esprit ou ces esprits sortent de l'appartement de mon fils et je prends autorité. Ce qui se passe, c'est que, bon, on a fini, je finis de faire la séance là de nettoyage, de purification des lieux. Et juste au moment où la manifestation a commencé à avoir lieu, donc mon fils et sa copine s'étaient réfugiés sur la terrasse. Et la terrasse avait une baie vitrée. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai enfermés. Eux, je savais qu'ils étaient en sécurité. Moi, j'étais en sécurité. J'ai ouvert la porte de l'appartement. Donc, il y avait plusieurs appartements. Hein. Donc, c'était en fait un grand immeuble avec plein d'appartements, avec des longs couloirs. Donc, moi, je me suis dit, j'ouvre la porte de l'appartement. Ils vont sûrement sortir par la porte. Sauf que ce jour-là, ça a duré et ils se sont mis à tourner. Donc, c'était un couple de personnes. Je ne sais pas pourquoi ces esprits avaient décidé de se loger là. Et donc, ça se met à tourner. Et ça se met à tourner dans l'appartement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mon fils, lui, dans sa tête, il a entendu des cris. Par curiosité, il a ouvert la baie vitrée. En ouvrant la baie vitrée, et c'est là que ces esprits-là se sont engouffrés par la baie vitrée, sont sortis par la baie vitrée, et puis la baie vitrée, il y avait la terrasse. Et j'ai retrouvé, bon, c'est un peu rigolo, mais c'était pas ce jour-là, c'était la plus grande peur de mon fils et tout. Et lui et sa copine se sont retrouvés par terre. Tellement il y avait, ces esprits sont sortis avec une telle violence. Ils n'avaient qu'une chose, c'est de sortir de cet appartement. Tellement l'atmosphère, j'avais chargé l'atmosphère par les prières. Et ces esprits sont passés par la terrasse. Et les deux se sont retrouvés par terre. Et donc après, j'ai assaini la maison. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas seulement l'appartement. Donc, je me suis renseignée auprès du propriétaire. Et là, le propriétaire va me confier qu'en fait, c'était un ancien hôpital psychiatrique. Et cet ancien hôpital psychiatrique avait fermé et il y a quelqu'un, promoteur immobilier, avait décidé de racheter et d'en faire des appartements. Sauf que le plus souvent, quand les gens rachètent des vieux immeubles, ils ne pensent jamais à assainir. À part quand on fait, voilà, on fait le nécessaire pour désamianter les appartements ou les immeubles, ils ne pensent jamais qu'il peut y avoir des esprits qui vont se loger dans les murs et qui vont embêter toutes les personnes qui veulent habiter l'appartement. Ils prennent possession des lieux et ils embêtent. Et donc, du coup, moi, je sais que mon fils, il a été malheureux dans cet appartement et au résultat de course, il s'est séparé de sa copine et souvent, tout le temps, ils passaient leur temps à s'engueuler. Et moi, je lui disais ça, je lui dis, je vais pas continuellement venir chasser. Si moi, je chasse des esprits, d'autres vont venir se loger. Et vu que tout l'immeuble est vraiment comment dire, contaminé, infesté de ces personnes-là qui sont décédées parce que c'était des fous, quoi. C'était un hôpital de fous, si on peut le dire vulgairement. C'était un hôpital de fous. Donc souvent les fous, c'est des esprits, c'est des personnes qui sont en possession, qui sont possédées. Donc voilà, donc j'avais recommandé à mon fils de déménager, de partir de là. Et bon, voilà, chose qui s'est passée parce que bon, après, il s'est séparé de sa copine parce que justement, il y avait quelque chose
qui faisaient en sorte qu'ils passaient leur temps à s'engueuler. Et voilà, ils n'ont jamais été heureux dans cet appartement. Voilà, donc c'était ma séance où je viens vous conseiller d'assainir les appartements, de prendre le temps de nettoyer les appartements du lieu où vous venez prendre possession. Et quand vous rentrez dans une maison ou un appartement, prenez le soin de prier, prenez le soin de prendre possession et dire vraiment que je suis là chez moi maintenant si vous habitez là depuis des années. Donc prendre autorité sur l'appartement et nettoyer l'appartement. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez. Salut DMG, salut à toute la famille DMG. Je vous envoie plein d'énergie positive à toute la famille DMG et à DMG lui-même. Oui, aujourd'hui, je reviens avec une histoire. Mon histoire, ça s'est passé il y a de cela environ 2 ans. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Mon grand-père est décédé en décembre 2021. Et lorsque mon grand-père décède, j'avais une relation. Mon grand-père et moi, nous étions très, très proches. C'était le papa de mon papa. Et mon papa est son fils aîné. Et moi, je suis la fille aînée de mon papa. Et mon papa m'a eu très jeune. Ce qui fait que moi, en grandissant, j'ai vraiment vu mon grand-père très jeune, vieilli devant moi. Donc lui-même en vieillissant jusqu'à mourir, j'avais déjà presque dans la quarantaine, si je peux dire ça comme ça. Pas la quarantaine, mais presque. Donc j'ai bien vu mon grand-père quand il avait encore ses 50 ans. Et j'étais la première petite fille. Je faisais tout avec mon grand-père. Quand j'étais en vacances, je venais chez mon grand-père et tout. J'ai toujours été avec lui. C'est le surnom que j'ai même, c'est un surnom qu'il m'a donné. Et il m'aimait tellement. Je dormais avec lui lorsque je partais pendant les congés chez lui. On montait, on descendait, on faisait tout. Bon, moi, je réside aux États-Unis et quand mon grand-père est décédé, vraiment, j'ai dit que même si le ciel et la terre se rencontrent, je ne peux pas manquer d'aller à l'enterrement de mon grand-père, quoi qu'il en soit. Alors, je décide donc que je vais aller à l'enterrement de mon grand-père. Dans ma famille, j'ai une de mes belles, je vais dire belle, donc on n'a pas le même sang, qui a épousé quelqu'un de ma famille, mais je ne vais pas prononcer le nom de peur que la personne ne se reconnaisse. J'ai une de mes belles qui me déteste, mais alors on ne peut même plus dire. Elle a épousé toujours le fils de mon grand-père, c'est-à-dire le frère de mon papa. Et dans ma famille paternelle, mon grand-père nous a élevés avec beaucoup d'amour. Il a élevé ses enfants avec beaucoup d'amour également. Donc, entre mon papa, ses frères et ses soeurs, vraiment, il y a une très grande harmonie. Alors, à une certaine époque, moi-même, je vivais donc chez le petit frère de mon papa qui était venu et il m'avait récupéré. Il voulait juste rester avec moi. Alors, quand sa femme est venue, elle ne voulait pas que je reste là. C'est-à-dire, elle a tout fait pour me rendre la vie impossible. J'ai fini par quitter leur maison. Je me souviens même qu'à l'époque, mon oncle là, qui est mon papa, parce que chez nous, on ne m'appelle pas oncle, on appelle papa, voulait que je vienne aux États-Unis, mais elle a tout fait pour que je ne vienne pas. Mais toujours est-il que j'ai trouvé mon chemin et j'ai pu venir. Alors, quand mon grand-père décède, elle m'appelle, elle me demande si je vais venir à l'enterrement de mon grand-père. J'ai dit, bien entendu, moi je vais venir. Je ne peux pas manquer l'enterrement pareil. Même s'il faut que je vienne faire 3 jours au Cameroun pour enterrer mon grand-père, c'est ce que je veux faire. Et c'est ce que j'ai fait. Puisque déjà, lorsque tu quittes des États-Unis pour arriver au Cameroun, généralement, c'est 24 heures, c'est toute une journée. Donc, j'ai pris un vol, je prenais un vol qui quittait mardi, arrivait mercredi. Jeudi, on faisait la levée de corps. Et on faisait la veillée à Douala parce que mon grand-père vivait à Neubel. Ce jeudi-là, vendredi, on se rendait au village pour faire la veillée de vendredi dans la nuit. Samedi, on fait encore l'église et l'enterrement. Et dimanche, on fait le funérail avant de s'en aller. Donc, j'avais prévu donc quitter les États-Unis mardi et me remettre en route le mardi qui suivait. Avec en tout au total seulement en route, tu fais 2 jours, tu fais 5 jours sur place au pays. Donc voilà comment j'avais programmé le voyage. Mais je t'assure que je me lève, je prépare mon voyage comme il se doit.
Déjà, j'ai l'habitude des voyages. C'est-à-dire, je voyage beaucoup. Parfois, même en une année, je peux même aller même 2 fois au Cameroun à une certaine époque. Donc, je connais tout ce qu'il faut, que ce soit le Covid test, c'est la période du Covid, le Covid test qu'on demande, je connais le temps qu'il fait, donc je prends toujours mes prédispositions à l'avance et tout. Tous les documents qu'il faut remplir, quelle que soit la compagnie aérienne, que ce soit avec Bruxelles Airlines ou Air France ou Turkish. Vraiment, je maîtrise souvent tout ce que ces gens demandent pour un voyage. Mais, à ma grande surprise, j'apprête tout comme il faut. Je fais mon Covid test à la pharmacie. J'attends le résultat. Généralement, ça vient par email. Et je sais que je vais recevoir lorsque je vais passer devant les personnes qui nous contrôlent pour le voyage. Là, ça va passer fluide, quoi. Mince. J'arrive pour embarquer. J'avais pris Bruxelles Airlines, je me souviens bien. J'arrive pour embarquer. La correspondance de Bruxelles Airlines aux États-Unis, c'est United Airlines. J'arrive, je suis quitté peut-être même 4 heures à l'avance, puisque je sais que généralement les vols internationaux, ça prend beaucoup plus de temps pour l'enregistrement. Donc j'arrive à l'aéroport, je suis même devant, la dame me tourne, après prend mes documents, elle me dit qu'il me manque un document que je n'ai pas rempli. Mais je regarde la dame comme ça là. On a à moins 1 heure du départ. C'est-à-dire que tu n'as pas encore enregistré pour ne pas parler de retrouver ton terminal et tout. Je ne sais pas comment je vais faire. Je lui dis que, mais madame, qu'est-ce que je fais donc? J'ai mon Covid test, j'ai mon tel document. Elle dit que non, il y a une nouvelle procédure, il y a un document qu'il fallait. Merde. J'ai dit que, mais ça, c'est encore quelle histoire ça? Je pars, je m'assois, j'essaie de remplir sur mon téléphone. Toujours est-il que je n'arrive pas à le faire jusqu'à ce que c'est déjà l'heure d'embarquer. À moins de 30 minutes, tu ne peux plus. Plus que c'est un long voyage et ça prend vraiment le temps pour faire le check-in et tout. Elle me dit, madame, tu ne peux pas voyager. Je te jure que c'était mardi. J'ai éclaté en sanglots. J'ai commencé à pleurer en me disant que, et quand j'ai pleuré, le mot que j'ai sorti de ma bouche, j'ai dit que grand-père, ne fais pas contenter sans que je ne te voie. Voilà la chose que j'ai dit, mais tellement j'ai pleuré à l'aéroport. Les gens me regardaient comme si j'étais une folle. Elle me dit, oui, madame, essayez de remplir ce document. Vraiment, je suis désolée, ce n'est pas de ma faute, mais vous pouvez rattraper votre vol demain, revenez demain. Si tout est prêt, vraiment, vous pourriez embarquer. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je réfléchis maintenant, je vois, ok, je vais quitter donc mercredi pour arriver jeudi. Non seulement c'est jeudi, mais jeudi dans la nuit, c'est-à-dire on aura déjà fait la levée de corps du grand-père et on sera déjà peut-être en ville à Neubel en train de faire son deuil. Mais j'ai dit que bon, mieux vaut ça que rien de toutes les façons. Je rentre, j'essaie d'entrer dans le document. C'est comme si on m'a seulement attaché. Merde. Je commence à dire que on veut me dire qu'on va mettre la tête sur mon grand-père sans que je ne le voie. Je ne sais pas. C'était comme si quelque chose m'avait attaché. Je te jure. Après, je continue. Je me mets à prier. Je dis que grand-père ne m'abandonne pas. Je réussis quand même à entrer dans le site où la dame me demande de remplir. J'entre dans le site, je remplis le document, il me renvoie l'accusé de réception qu'il me faut pour voyager. J'ai également mon test Covid. Mais bon, je n'imprime pas parce que généralement, je sais déjà qu'il y a dans le téléphone, tu peux présenter tes choses dans le téléphone et puis on valide. Tu n'as pas besoin forcément d'imprimer et avoir un papier que tu dois présenter. Donc du coup, le lendemain, je repars à l'aéroport, j'embarque. Je quitte la ville où je suis, qui devait d'abord faire une escale à Washington. J'arrive donc à Washington. Non, j'entre dans le vol jusqu'à ce qu'on a déjà tout fait et l'avion est sur le point de décoller. Je me rends carrément compte que j'ai laissé mon téléphone en salle d'attente. Et dans mon téléphone, il y a quoi? Les informations sur mon Covid test et qu'on va forcément checker à Bruxelles. Quand j'arrive, on va checker à Bruxelles et le document qu'il fallait. Mince. Il n'y a pas moyen de ressortir parce que le pilote a déjà refermé l'avion et tout le monde est déjà prêt à partir. Donc, tu ne peux même pas demander à retourner. Oh, je suis prise de panique, mais je suis déjà dans le vol. Voilà le vol qui décolle. Je suis inconfortable. Moi qui dors souvent dans les vols, je n'arrive même pas à dormir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Bonjour la communauté DMG, bonjour la communauté DMG, bonjour DMG.
Merci pour ta chaîne YouTube et n'oubliez pas de liker et de partager. Je vous raconte encore d'autres histoires. Maintenant, cette histoire, elle sera un peu longue, mais je pense, ou pas trop longue. Mais elle sera en quelques parties. Je quitte le Cameroun pour aller faire la fac parce qu'au Cameroun, les études étaient souvent bizarres. Avec mes anciens histoires que j'ai racontées, j'avais des difficultés. Donc, du coup, j'ai une personne qui travaillait chez mon père qui est à Paris, qui dit à ma mère que, bon, envoie tes enfants dans tel pays africain. Ma mère dit, t'es sûr? Parce que généralement, j'aime pas trop les pays malgré bien alors. Elle dit, non, envoie tes enfants là-bas. Le système éducatif est très, 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 très bien. C'est comme ça que on m'a envoyé, je suis arrivé dans un pays malgré bien, tout et tout et tout. Et j'excellais. Je suis arrivé, j'étais devenu extrêmement fort. Bon, j'étais fort. Et je tiens à préciser que déjà qu'auparavant, moi, dans la famille où la plupart des gens, pour eux, c'était que bon, moi, je suis un enfant têtu, un enfant calme, posé, mais que j'aime pas l'école. Donc, c'était ça un peu l'image que on avait de moi. Et d'autres personnes. Bref. Du coup, quand je suis arrivé dans le pays, dans mon nouveau pays actuel, je fais quoi? Je fais informatique. Ouais. Une fois, j'ai commencé en première année, je faisais des challenges de hacking. Pour faire la définition, c'était des challenges avec des différentes universités où on vous donne des défis. Et à plusieurs, on vous donne des défis durant 24 heures, 48 heures. On donne des défis, par exemple, en plusieurs étapes. On vous donne des défis pour pirater tel serveur, pour pirater, par exemple, tel passé de données, pour faire tel encryptage. En bref, c'est un peu ça, le truc. Et du coup, j'ai fini. Ce jour-là, j'étais sorti premier. Il fallait former un groupe de 3. Et dans mon groupe, on était un Congolais de Brazza, un Congolais de King et un Camerounais, moi. On a gagné. Alors quand en première année, au départ, on disait que non, les premières années, ils ne peuvent pas participer à ça parce qu'ils n'ont pas encore l'expérience. Mais on a montré que non. L'informatique, c'est pas trop ça. Il faut être doué juste. Et je suis extrêmement fort en informatique déjà. En technologie. Et du coup, on a passé 48 heures, 2 jours sans dormir, à travailler. Et on a fini, on a gagné. Le lendemain, 3e jour, comme ça j'ai pris le taxi pour rentrer. Et j'ai fait on va dire, un rêve prémonitoire, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Je rêvais que mon daron, lui, il chutait. Et que dans sa chute, je suis venu le relever. Que toutes ces affaires ont commencé à dandiner pour beaucoup de raisons. Et je suis rentré à la maison, je dormais dans le taxi et le mec, lui, quand il est arrivé à ma résidence, il m'a dit, bon, ok, tu m'es arrivé. Je suis sorti, j'ai pas pu dormir. Oui, j'ai pas pu dormir, j'ai appelé ma mère, je lui ai raconté l'histoire. Elle m'a dit, non, t'inquiète, c'est Dieu qui t'a montré déjà. Et effectivement, c'est ce qui se passe au Cameroun là, actuellement. Il y a plein de petits trucs qui se passent là actuellement au Cameroun. Donc, et je t'ai dit que mon père, lui, n'est pas dans la politique, c'est un chef d'entreprise, c'est un homme d'affaires, un chef d'entreprise. Donc, juste qu'il s'est un peu collé avec la politique, mais bon. Et elle m'a dit que, bon, moi, par exemple, quand je vous ai fait quitter du Cameroun, lui-même n'était pas au courant. Je ne lui ai pas dit que je allais faire quitter le Cameroun. Parce que j'ai demandé qui vous retire avec mon frère, qui vous retire dans tous ces différents trucs, tous ces différents papiers. J'ai dit, ok, pas de souci. Bon, j'étais jeune, j'ai passé. Et c'est resté comme ça dans ma tête. Et une fois, j'ai encore fait un rêve et j'avais des difficultés à m'installer avec des filles. Je sais pas pourquoi. Quand je suis avec toutes les filles avec qui j'ai côtoyé depuis le Cameroun, mes différents pays que j'ai visités, je ne faisais jamais au Cameroun, déjà plus d'une semaine ou plus de 2 semaines avec une fille. C'était déjà normal pour moi. Et du coup, je me plaignais à chaque fois.
Et je voyais autour de moi mes amis, mes frères qui étaient là, dans leur story avec des meufs, tout et tout et tout. Je dis, ah ouais, ils ont de la chance. Et un bon matin, je me suis fait un rêve que j'ai rencontré une meuf, tout et tout et tout et tout. Et je l'ai aussi rencontré quelques temps après. En 2007, en 2017, je l'ai rencontré. J'ai fait mon rêve prémonitoire sur mon père en 2014 et en 2017 aussi, j'ai fait un rêve prémonitoire et c'est arrivé. En 2017, j'ai fait un rêve prémonitoire sur une meuf et c'est arrivé sur la même jusqu'à présent. Et j'ai fini mes études, j'ai ouvert une entreprise et mon père m'a appelé pour me dire, bon ok, tu as fini tes études, n'est-ce pas? Viens travailler avec moi tout simplement. Je lui ai dit, bon, ok, paye-moi ça. Il m'a dit non, je ne peux pas. C'est trop pour un début, pour moi. J'ai dit, ok, pas de souci. Moi, je ne viens pas. Quand tu seras prêt, tu me dis, je viens. Comme ça que j'ai ouvert mon entreprise, toujours dans le domaine technologie. C'est comme ça que je fais la concurrence maintenant avec lui en 2022, en 2023. Et je ne parlais plus avec lui. En 2023, il me contacte, il me dit, bon, ok, je vais t'envoyer des choses pour que tu fasses des logiciels, pour que tu fasses. Tu as une entreprise, n'est-ce pas? Oui. Tu as combien d'employés? Je dis, j'ai 7 employés. Je me dis, ok, je vais t'envoyer un logiciel. Je vais t'envoyer un cahier des charges pour que tu me fasses un logiciel. J'ai dit, ok, pas de souci. Je n'ai pas causé de prix par rapport à tout et tout et tout. Allez, j'ai envoyé. Il a dit, ok, c'est bien. Il a appelé sa soeur, il a appelé ma mère. Il m'a dit, j'ai testé et c'est bien, hein, ce qu'il fait. C'est bien. Et dans tout ça, il ne m'a pas aidé. Il ne m'a jamais aidé. Dans le financement de mon entreprise. Donc, j'ai commencé à zéro. Au fur et à mesure. C'est ça le bon côté avec l'informatique, c'est que tu peux commencer de zéro et tu grandis au fur et à mesure. Et bon, je vais rencontrer toute l'histoire avant de voir le moral. Récemment, même pas encore un mois, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une réunion parce que la plupart de mes marchés sont des marchés à l'extérieur du pays. J'ai plus de marchés au Canada, en France, partout à l'extérieur par rapport au pays où je suis. Et j'ai fait une réunion avec une personne qui se trouve dans un pays africain, que je n'ai pas dit le nom. J'ai fait la réunion avec lui et la première fois que j'avais vu la personne était dans le pays où je suis actuellement. Et quand j'ai fini la réunion avec la personne là, je suis rentré à la maison, je ne me sentais pas bien du tout, mais après je laissais passer. Et maintenant, un an plus tard, j'ai encore refait la réunion avec la personne. Et là maintenant, j'ai eu ce même pressenti que j'avais eu la dernière fois. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit, elle m'a dit non. Que ce genre de personnes qui ont des trucs mystiques sur eux, qui font en sorte que quand ils puissent causer avec toi, ils te mettent dans des positions défavorables ou pour savoir si tu fais partie de leur milieu, pour pouvoir maintenant bien parler avec toi, pour pouvoir te donner le marché. Et c'est compliqué, le monde de l'entrepreneuriat, c'est compliqué, c'est beaucoup de résilience. Donc en gros, j'ai dit ok, pas de souci. J'ai prié, j'ai fait ma prière tranquille, normale. J'ai encore fait une réunion avec lui, c'est début de semaine. Et maintenant, dans la réunion que j'ai eue avec lui, c'était bien, ça s'est bien passé, je n'avais plus rien, je ne ressentais plus rien. Au contraire, c'était lui qui était même mal à l'aise. Tellement mal à l'aise que moi-même, j'étais obligé de couper la réunion rapidement. Parce que ça se voyait qu'il n'était plus comme au début. Donc, c'est juste ça, mon histoire. Donc, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup comprendre. Parce que moi, j'ai des choses où mon esprit ou mon corps m'a fait comprendre des choses, mais j'étais dans une autre vision, des choses que je n'ai pas compris. Il faut s'écouter soi-même. Il faut s'écouter. Dans chaque chose qu'on fait, il faut essayer de s'écouter et de prier beaucoup, de remettre chaque chose dans les prières. Peu importe qui tu crois, peu importe ta religion, peu importe ce tu pries, tu mets
tes intentions dans un côté positif. Comme on dit, c'est les paroles. Les paroles, les paroles sont tellement puissantes. Même dans la Bible ou même dans le Coran, on le dit, les paroles sont puissantes. Donc, il faut être extrêmement gaffe. Il faut beaucoup être fort dans ce monde-ci parce que grâce à ta chaîne, j'ai compris beaucoup de choses. C'est pour ça que quand il y a des choses qui m'arrivent, je prends directement ça et je connais directement ce qui m'arrive et je fais en sorte que je puisse prendre mes dispositions. Donc, merci encore, DMG, merci beaucoup pour ta chaîne parce que ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide toujours jusqu'à actuellement. Donc, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. DMG, je tiens à te remercier pour ce que tu fais. Je te suis depuis l'année dernière et cela m'édifie beaucoup parce que je me retrouve un peu à travers les différentes histoires que j'écoute. Donc, j'ai beaucoup d'histoires à raconter. Je vais commencer. Je vais souvent raconter mes expériences à moi. Alors, lorsque je suis rentrée en 2000 de mes études, et ben voilà, ma mère, elle avait dit que bon, voilà, que la famille maternelle nous avait fermé les ventres, on ne pouvait pas enfanter. Et vu qu'on vivait dans un terrain familial, donc elle nous avait déjà emmené, ma petite sœur et moi, parce que l'aîné n'était pas là, voir un praticien pour qu'on nous fasse des trucs et tout, un genre de protection. Et pendant que le monsieur, il est en train de faire la liste là, ses esprits lui disent, oh non, demande-leur de partir et puis qu'elles reviennent le lendemain. Alors moi, quand on est reparti à la maison, je suis rentrée dans la chambre, j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit à Dieu, ah Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal dans ma vie. On m'a longtemps parlé de toi, on m'a dit que tu es un Dieu qui existe, qui a créé ci, qui a créé ça. Mais je veux que tu me donnes un enfant. Si tu me donnes un enfant pour contredire toutes ces personnes-là, ces Nganga et autres, si tu me donnes un enfant, moi je te servirai toute ma vie. DMG, pendant que j'ai terminé la prière, mais vraiment en larmes, j'étais à genoux dans la chambre. J'ai eu une paix, mais vraiment une paix que je ne saurais définir en fait. C'est comme si Dieu m'avait exaucé. Le même mois, je venais de rencontrer le papa de mes enfants. Le même mois, mes règles ne sont pas arrivées et j'avais la conviction que Dieu m'avait exaucé, que j'étais tombée enceinte. Alors, le premier mois, quand j'ai pas vu mes règles, j'ai dit à ma petite soeur, j'ai partagé le truc à ma petite soeur. Je lui ai dit, voilà, je suis enceinte, contrairement à ce que le Nganga avait dit et tout ça, machin. Donc, si jamais je saigne dans ce village, ça voudra dire que toi, tu as parlé à quelqu'un de la famille. Parce qu'on était dans un terrain familial. Je dis, tu gardes ce secret pour toi seul. DMG. C'est comme ça, au bout du 4e ou 3e mois, ma mère a eu des crises de folie. Et dans ces crises de folie, elle est en train de dire, oui, je te vois, tu es enceinte. Le papa de l'enfant, il n'est pas là, il est allé dans un pays étranger, comme ça. Elle a donné même le nom du pays et tout. Je lui ai dit, comment ça je vais être enceinte? C'est pas cet Nganga qui avait dit qu'on ne pouvait pas être enceinte. En fait, je veux attirer l'attention des gens. En fait, les sorciers, ils soupçonnent des choses. Alors, si vous confirmez par votre bouche ce qu'ils perçoivent, ce truc a effet. Moi, j'ai refoulé tout ce qu'elle m'avait dit. Je dis, non, je ne suis pas enceinte. Puisque tu m'avais emmené chez les gens là, ils ont dit ceci, ils ont dit cela et tout. Moi, je ne suis pas enceinte. UMG, la folie de ma mère a duré, je crois, 1 mois et demi. Donc, ma grossesse a évolué au fur et à mesure. C'est que au milieu du terrain familial, je grossissais, mais on ne voyait pas vraiment mon ventre. D'accord? Quand j'ai accouché même, les gens étaient étonnés. J'étais en conflit avec ma mère. Vraiment, conflit. C'est quelque chose qu'elle n'avait pas souhaité parce qu'elle m'avait prédestinée pour autre chose. Donc, quand j'accouche, elle vient à l'hôpital, elle vient me voir, oh non, machin, l'enfant est là, c'est mon premier petit-fils, gna gna gna.
Elle me ramène à la maison. Donc, les premiers bains, puisque c'était ma première grossesse et tout, je ne savais pas laver. Elle a lavé mon fils pendant 3 jours et elle me disait de regarder comment on lave un bébé. J'ai regardé pendant 3 jours, c'était elle qui a lavé mon fils et j'ai pris le relais. Donc, on se retrouve quelques années plus tard. Mon fils, il a 9 ans et demi. On est en décembre. Donc, voilà, il a 9 ans et demi. Et je suis en train de dormir. Dans le songe, je vois mon fils avec des écriteaux sur le dos. Donc, des paroles de malédiction qui ont été écrites sur le dos. Nous sommes dans le rêve. Et je lui dis dans le rêve, on va l'appeler Peter. Je dis, Peter, mais qui t'a écrit ces paroles sur ton dos? Il me dit moi-même. Je dis, impossible. Aucun être humain ne peut écrire droit sur son dos. C'est pas possible. Et puis j'entends une voix dans le rêve qui me dit, mais qui avait lavé ton fils les premiers bains quand il est né? J'ai dit non, c'est ma mère qui l'avait lavé. Elle a dit, pendant les 3 jours où ta maman lavait l'enfant, elle prononçait les paroles de malédiction qui doivent prendre effet cette année. Et la voix m'a dit, avant la fin de cette année, décembre, avant le 31 décembre, tu vas laver ton enfant et bénir, prononcer les paroles de bénédiction pour effacer tout ce qui a été prononcé contre lui. Et cette année-là même de ses 9 ans et demi, il préparait l'entrée en 6e, il devait aller en 6e et tout. DMG, c'est ce que j'ai fait. Donc le 31, non même pas, le 30 décembre, j'ai lavé mon fils, j'ai demandé aux vieilles mamans comment on lave et tout. Elles m'ont indiqué le genre de feuilles que je pouvais prendre, que je pouvais laver. J'ai lavé mon fils, j'ai aussi lavé ma fille. On ne m'avait pas dit de le faire pour ma fille, mais je l'ai fait. Voilà. Et cette année-là, mon fils a passé son concours d'entrée en 6e. Il est resté leader. Ça veut dire que dans tout ce qu'il a eu à faire, les examens et tout, il a toujours été premier, que ce soit lui, que ce soit ma fille. Et ma mère avait prononcé ces paroles, pourquoi? Au détriment d'une de mes nièces. Et apparemment, comme si elle voulait changer de destinée. Voilà, aujourd'hui, mon fils, il est en master. Il est en France. Et contrairement à l'autre, à la nièce, pour qui on voulait changer d'étoile et tout, elle est encore en première année. Les deux ont le même âge. Voilà un peu. Donc, la donne a été renversée. Et je crois que tout ce qui est arrivé, c'est parce que je prie beaucoup aussi. Je prie beaucoup. Donc, il m'arrive de voir des choses, d'entendre des choses. Ça veut dire que si quelqu'un est en train de faire quelque chose dans le noir, on viendra toujours me dire dans le rêve, ou bien on va me montrer que voilà ce qui est en train de se préparer, voilà comment il faut agir. Voilà un peu. Ça veut dire que si je ne priais pas, si on n'était jamais venu me dire que voilà ce qu'on a prévu pour ton fils, mon fils sera un délinquant aujourd'hui. Parce que ce sont les paroles de malédiction qui étaient marquées sur son dos. Il devait être un violeur, un délinquant, un voleur, un vaurien et tout ça là. Vraiment, tout ça n'est pas arrivé avec la grâce de Dieu. Voilà un peu ma première histoire. J'espère que je l'ai bien racontée et que ça pourra aider plus d'une personne. Demeurez en prière parce que sans la prière, franchement, on ne peut pas tenir dans ce monde. Pas du tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite beaucoup de courage et à la prochaine histoire. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimais la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout priez avant de dormir.